qu'on ne vous réponde pas. On pourrait les appeler les îles ignorées. Alors l'appellation îles éparses recouvre un ensemble d'îles dispersées dans l'océan Indien et constituées de l'île Europa, de Bassas d'India, Juan Nova, les Glorieuses, et enfin la seule terre située en dehors du canal de Mozambique, l'île de Tromelin. Les îles éparses font l'objet d'une double contestation par Madagascar pour les 4 premières et par Maurice pour Tromelin. Contestation qui s'inscrit dans une décolonisation qui demeure pour eux inachevée. Moins virulente, pendant plusieurs années, les revendications ont repris de la vigueur, sans doute pour des raisons économiques. Les zones économiques exclusives accordées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer laissent en effet espérer l'appropriation d'importantes ressources en hydrocarbures dans le canal du Mozambique notamment. À cette promesse s'ajoute une biodiversité extrêmement riche et l'intérêt stratégique traditionnel pour les flux maritimes parcourant la zone. Autant de raisons qui expliquent le réveil des contestations de la souveraineté française. Alors ouvrons le volet enjeu du cycle Mers et Océans pour nous transporter vers les îles éparses dans une zone où j'ai navigué sur le patrouilleur Altaïr à la sortie de l'école navale au moment où Mayotte faisait sécession contre les Comores. Ah, oui, il y avait le plan tout à l'heure, là, je n'ai pas vu. Oui, il était là. Commençons par découvrir la seule île qui ne se trouve pas dans le canal du Mozambique, l'île de Tromelin. Il s'agit d'un îlot corallien plat d'une superficie de 800 mètres carrés, dont la forme rappelle celle d'une amande. Il se situe à 470 km de Madagascar, 560 de la Réunion et de l'île Maurice, et sa zone économique exclusive s'étend sur 280 000 km autour de l'îlot. L'histoire de Tromelin a officiellement commencé le 11 août 1722, quand M. Briand de la Feuillée, commandant la Diane, a découvert le récif. La Diane était un navire de la Compagnie des Indes. Baptisée l'île de sable, en raison de ses plages de sable coralliennes, plages de sable coralliennes, 800 mètres carrés, c'est pas très grand, elle ne fut pas alors prise en possession officielle par la France. On la retrouve parfois cartographiée sous le nom de Danger, le Danger. Le 31 juillet 1761 est l'année où le pavillon français est planté pour la première fois sur l'île, quand la flûte de la Compagnie des Indes, l'Utile, commandée par Jean de Lafargue, s'échoua avec 200 passagers, dont une majorité d'esclaves malgaches qui resteront naufragés pendant 15 ans. De fait, les premiers habitants de l'île ont été les esclaves malgaches. Je n'en dirai pas plus. Michel Jarry, le responsable de l'antenne de la Ferté-Macé, a consacré une conférence à cet épisode. Le 29 novembre 1776, le chevalier Jean-Marie Boudin de Tromelin, lieutenant de vaisseau et commandant la corvette La Dauphine, débarque sur l'île de Sable, qui sera nommée Tromelin par la suite, en hommage après le sauvetage des rescapés de l'Utile. C'est lui qui a récupéré les derniers esclaves. À ce propos, jusqu'au 3 juin, vous pouvez visiter au Musée de l'Homme à Paris l'exposition qui s'appelle « Tromelin, l'île des esclaves oubliés ». L'île sera administrée par l'île de France, l'île Maurice aujourd'hui, puis par l'île Bourbon, actuelle île de la Réunion, à partir de 1814, à la suite du traité de Paris. Après une longue période d'oubli, une station météorologique permanente et une piste d'atterrissage sont implantées en 1954. Tromelin est rattaché à la France par décret en 1960. La souveraineté française est exercée par le chef de mission de la station météo, à la tête d'une petite équipe, 4 personnes, qui habitent l'île. Tromelin est aujourd'hui un poste avancé du réseau français de protection contre les cyclones. L'île est d'ailleurs appelée
aussi le carrefour cyclonique ou l'île au cyclone. Et depuis 2000, elle est la seule des îles éparses où le personnel météorologique est toujours présent, les autres stations ayant été automatisées dans les années 80. On dit de l'archipel des Glorieuses qu'il est posté en sentinelle à l'entrée nord du canal du Mozambique. Les Glorieuses, devant lesquelles j'ai souvent mouillé quand je naviguais dans l'océan Indien, surtout pour pêcher le mérou, sont distantes de 250 km de Mayotte et 220 de Madagascar. L'archipel se compose de la Grande Glorieuse, ou îlot Glorieuse, vous arrivez à voir les noms? Oui. De l'île d'Ulysse, des roches vertes qui doivent leur appellation à la végétation qui les recouvre en toute saison, et de l'île aux crabes. Long de 16 km, il a une surface de 7 km². La Grande Glorieuse et ses 5 km² sont recouverts d'une vaste cocotteraie, vestige d'une ancienne exploitation de phyllaos, ces arbres tropicaux, et de buissons épineux. Quant à l'île d'Ulysse, ou Petite Glorieuse, 600 mètres de circonférence, elle est ainsi nommée vraisemblablement en raison de la fortune de mer de la goélette le Lys, qui heurta en 1818 les brisants qui sont tout proches. La ZEE, la zone économique exclusive des Glorieuses, se déploie sur un peu plus de 48 000 km². L'archipel était probablement connu des Arabes dès le 7e siècle. Il a été baptisé par un certain De Guilly, commandant le Glorieux en 1752 dans le cadre d'expéditions cartographiques. Les Glorieuses, utilisées occasionnellement comme refuge par les pirates, restent inhabitées jusqu'en 1879 quand Hippolyte Caltot obtient du gouvernement français la concession de l'archipel et en avril 1882, le pavillon français flotte sur les Glorieuses où Caltot développe une plantation de cocotiers, on a parlé de ce qui survit, pour exploiter le copra ainsi que le guano sur l'île d'Ulysse. Il doit cependant faire face à la revendication des Anglais qui menacent de prendre possession de l'archipel. Le gouvernement français envoie alors le Primoguet sur place pour en prendre officiellement possession le 23 août 1892. 4 ans plus tard, le même gouvernement français promulgue une loi notifiant aux puissances étrangères que Madagascar et Dépendance sont une colonie française et le 31 octobre 1897, la France prend définitivement possession des Glorieuses. Rattachées administrativement à Mayotte en 1895, les Glorieuses le sont ensuite à Madagascar à partir de 1908, après le départ du fameux Caltot. En 1960, une station météorologique permanente, aujourd'hui automatisée, est implantée sur la Grande Glorieuse, ainsi qu'une piste d'atterrissage. Et en 1973, l'armée s'y installe pour assurer la souveraineté de la France que Madagascar conteste depuis son indépendance en 1960. Les Glorieuses abritent aujourd'hui un parc naturel marin, on pourra plus y pêcher le mérou. En particulier, les tortues de mer viennent y pondre toute l'année et seule la Grande Glorieuse est habitée en permanence par le détachement armé de 14 militaires de la Légion étrangère, renforcés par un gendarme qui assure la souveraineté française. Juan de Nova se trouve dans la partie la plus étroite du canal du Mozambique, à 600 km de Mayotte, 280 des côtes du Mozambique et 175 de Madagascar. Cette île, en forme de croissant de 6 km de long, pour une largeur maximale de 1600 mètres, a une superficie de l'ordre de 5 km². Elle génère une zone économique exclusive de 61 000 km². Sa découverte en 1501 est attribuée à Juan de Nova, un navigateur espagnol au service du roi du Portugal, qui l'aurait nommé Galega ou Agalega, la Galicienne, en référence à sa propre nationalité. Et par la suite, elle a connu d'autres baptêmes jusqu'à ce qu'en 1825, le navigateur Owen, navigateur anglais, la nomme Juan de Nova de façon définitive. Cependant, en raison de son exiguïté,
cette île ne suscita pas tout de suite l'intérêt des puissances coloniales et hébergera probablement des pirates durant plusieurs années, mais depuis, elle est l'île la plus marquée par l'occupation humaine parmi les éparses. En 1897, elle est déclarée possession française et rattachée à l'administration coloniale de Madagascar. Il semble que les pêcheurs malgaches aient eu l'habitude d'y séjourner dès 1898. Vers 1900, l'île est concédée à un Français pour une durée de 20 ans pour y exploiter le copra et le guano. En 1923, l'exploitation du copra était florissante et Juan de Nova a exporté 53 000 tonnes de guano. Je n'ai pas réussi à savoir quel était le commerce, le volume du commerce de guano à cette époque dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale met fin à toute activité sur Juan de Nova et en 1952, une concession est accordée à la SOFIM, Société française des îles malgaches, pour extraire du phosphate. L'île était alors habitée par des ouvriers mauriciens et séchellois employés par la SOFIM. Cette période est celle d'un important développement des infrastructures sur l'île et notamment reconstruit en 2001, un phare fut édifié en 1966. À la suite de la révolte des ouvriers et de la chute du cours du phosphate en 1968, la SOFIM abandonne Juan de Nova et les derniers ouvriers quitteront l'île en 1975. Alors il fut un moment envisagé d'y installer un club méditerranéen, mais l'affaire ne connut pas de suite. En 1973 sont implantées une station météorologique aujourd'hui automatisée, il y a visiblement une révolte sur le Bounty, ainsi qu'une piste d'atterrissage et un petit détachement militaire accompagné d'un gendarme en charge de la souveraineté française. Bassas d'India est un cas particulier. Il s'agit d'un atoll de 80 km², d'un diamètre de 12 km, situé à 430 km du Mozambique, 350 de Madagascar, qui engendre néanmoins une ZEE de 124 000 km². Les terres émergées de Bassas d'India ne représentent que 200 m² et sont quasiment totalement submergées à marée haute car elles culminent au maximum à 2,5 m d'altitude. L'île aurait été découverte à la fin du XVe ou début du XVIe siècle par un Portugais nommé Gaspero Gonçalves qui lui a donné le nom de Baixo da Judia, bande de la Juive. Tout comme Juan de Nova, l'atoll recevra plusieurs noms de baptême pour finalement aboutir au nom de Bassas d'India donné par le même anglais Owen en 1825. L'acte officiel du 31 octobre 1897 fait foi du dépôt du pavillon français sur Bassas d'India qui, en raison de sa submersion périodique, est inhabitable. L'île Europa, 28 km², la plus vaste et la plus méridionale des îles éparses, émerge à 500 km de la côte africaine, 300 de Madagascar. Presque circulaire d'un diamètre de 7 km, elle s'étend sur 3000 hectares et comprend un lagon de 900 hectares. Sa ZEE couvre environ 128 000 km². Il semble qu'elle ait été découverte au XVIe siècle, mais les cartes sont souvent confondues avec Bassas d'India, et cet amalgame va durer jusqu'au 24 décembre 1774, date à laquelle le navire Europa, dont j'ignore la nationalité, reconnut l'île. C'est seulement en 1860 qu'une tentative de colonisation aboutit avec l'installation d'une famille française de Madagascar nommée Rosier. Ces colons, suivis d'autres arrivants, vivaient probablement de la pêche et du ramassage des œufs d'oiseaux et de tortues. Il existe un petit cimetière où se trouvent notamment les tombes de 2 femmes de la colonie décédées en 1910. D'autres colons, à l'origine d'une plantation de sisal, s'y implantèrent, mais on ne sait pas exactement quand ils ont quitté l'île. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1923, l'île était déserte. Il faudra attendre 1949 et la construction de la station météorologique depuis automatisée, qui porte d'ailleurs le nom de station des Rosiers, en hommage aux premiers occupants, pour que l'île soit à nouveau habitée. Elle possède également une piste d'atterrissage.
Europa est officiellement française depuis 1895. Elle abrite aussi un détachement de l'armée, une quinzaine d'hommes, dont un gendarme en charge de l'exercice de la souveraineté française. Alors la présence des détachements militaires sur les îles Glorieuses, Juan Nova et Europa, est intervenue à la suite d'une crise politique régionale provoquée par l'éventualité d'une offensive malgache sur les îles Éparses en 1973. Résumons. Les îles Éparses, qui, vous l'avez compris, sont éparpillées et ne représentent que quelques 38 km² de terres émergées, l'équivalent de la superficie du tiers de la superficie de Paris, génèrent un territoire maritime plus grand que la superficie de la métropole, 640 000 km². Elles n'ont pas de population autochtone permanente, d'autant plus que depuis 2 arrêtés, en 1975 et en 1981, elles sont devenues des réserves naturelles où le séjour des personnes est strictement réglementé. Rattachées à la colonie française de Madagascar depuis 1896, elles sont placées depuis 1960 sous l'autorité directe du gouvernement français, via le ministre de l'Outre-mer, le préfet de la Réunion étant à ce moment-là chargé de leur administration et jusqu'en 2007, avant de devenir un district des terres australes et antarctiques françaises sous la responsabilité du préfet administrateur supérieur des TAF, poste auquel Evelyne Decor, que vous avez en photo, a succédé à la fin de l'année 2018 à Cécile Pozzo di Borgo, cette dernière n'ayant à mes yeux d'ailleurs d'autre défaut que d'être descendante du compatriote et ennemi implacable de Napoléon. La circulaire du Premier ministre du 21 avril 1988 précise que les îles Éparses sont, je cite, « situées en marge du cadre institutionnel existant et en dehors de l'Union européenne, dont elles ne font pas partie, ni d'ailleurs de la République française, bien que la Constitution et la législation française s'y appliquent, elles n'ont pas d'autre statut que d'être des possessions exclusives de l'État. » Alors, avant de parler des litiges engendrés par ces possessions françaises, examinons les enjeux régionaux. Ils sont multiples, bien sûr. Les îles Éparses sont toutes revendiquées par d'autres États de la région. Sur les 71 millions de kilomètres carrés que couvre l'océan Indien, la France possède 2,8 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, soit 26% de son espace maritime. Les possessions françaises en océan Indien ne sont donc négligeables ni à l'échelle de la France, ni à celle de l'océan Indien, qui, au croisement des grandes routes maritimes mondiales, possède une importance stratégique exceptionnelle. Seule grande puissance riveraine, la France est un acteur majeur de l'océan Indien et le premier investisseur européen dans la région. Elle entend y mener une politique de présence et affirmer son statut de riverain que lui confère sa souveraineté sur la Réunion, Mayotte, les îles Éparses, auxquels il faut ajouter les 3 autres districts qui sont au sud, les 3 autres districts insulaires des terres australes et antarctiques. Elle est aussi le seul État extérieur à la région à y maintenir des forces de souveraineté dans le théâtre limité au bassin occidental de l'océan Indien. Ailleurs, vous avez par exemple ici, on y reviendra, on va y venir, Diego Garcia, qui est occupé par les Américains. En 1973, vous savez que la France a été mise dehors de Madagascar et a quitté la baie de Diego Suarez, qui était son arsenal, même si on y retournait de temps en temps. Mais elle dispose tout de même de plusieurs points d'appui avec la Réunion, ses infrastructures portuaires et aéroportuaires, Mayotte et son lagon, et Djibouti. Ces points servent à surveiller la route Hormuz-Le Cap via le canal du Mozambique
Et ceci, même si Djibouti, je reviens sur Djibouti, abrite aujourd'hui une base américaine et une autre chinoise. Les Américains, après la guerre du Golfe, sous prétexte de lutter contre la piraterie dans l'océan Indien, qui était un phénomène important et gênant pour les bateaux de commerce, et aussi les plaisanciers, les Américains ont fait des escales à Djibouti et s'y sont finalement installés, et les Chinois, depuis peu, ont ouvert une base militaire. Les îles Éparses sont un intérêt géopolitique non négligeable. Le canal du Mozambique est un point de passage du pétrole moyen-oriental vers l'Europe et l'Amérique. À l'heure de la décolonisation, en 1961, De Gaulle avait mis en garde le Quai d'Orsay envers, je cite, « n'importe quelle emprise de Madagascar sur les îlots et les îles françaises, alors îles et îlots français avoisinants. Cela ne se justifie d'aucune manière et risque d'entraîner des inconvénients. Les îles et îlots peuvent revêtir pour nous une importance réelle. » D'ailleurs, à l'époque, il avait envisagé d'y mener les expériences atomiques. Le livre bleu, tome sud-ouest océan Indien, qui a été publié en 2011, qui n'a pas connu un grand succès de librairie, fixe les orientations et les priorités françaises. Tirer parti du potentiel économique de l'océan Indien, protéger le patrimoine naturel exceptionnel, construire un espace scientifique de premier plan, on verra un exemple tout à l'heure, assurer la sécurité maritime et lutter contre les nombreuses menaces maritimes qui pèsent sur cette région, piraterie, terrorisme, et vous vous en doutez, différents frontaliers maritimes exacerbés par les convoitises sur les ressources halieutiques, énergétiques et minérales. La maritimisation de l'océan Indien progresse rapidement depuis les années 2000. Le trafic maritime y connaît une augmentation très marquée, avec une hausse, la plus marquée d'ailleurs, avec une hausse de l'ordre de 300% en 20 ans. Les Américains ont aussi compris l'importance de ces routes commerciales, comme en témoigne leur solide base navale de Diego Garcia, une position au cœur de l'océan Indien pour contrôler particulièrement les verrous d'Ormuz et de Malacca, les détroits d'Ormuz et de Malacca. Diego Suárez est l'un des 7 atolls de l'archipel des Chagos, archipel qui est sous souveraineté britannique et qui est revendiqué également par l'île Maurice. La Cour internationale de justice a d'ailleurs déclaré tout récemment, le 26 février 2019, que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration de l'archipel. On verra ce qui se passera. Mais Diego Garcia, avec ses 45 km², accueille une base militaire que le Royaume-Uni loue aux États-Unis. La Chine, quant à elle, renforce sa présence au travers de ce qu'on appelle son collier de perles, c'est-à-dire tous ces ports le long de la côte de l'Asie du Sud-Est et orientale de l'Afrique, qui lui permettent d'avoir des points d'appui qui sont le plus souvent des points d'appui commerciaux, comme le port de Gwadar au Pakistan, par exemple, qu'elle a remis à neuf. Seul Djibouti est une base militaire. À l'horizon 2025, l'Inde envisage de faire de l'Indian Navy la force prééminente de la région, l'océan Indien étant censé devenir l'océan des Indiens. Enfin, d'autres puissances régionales tentent elles aussi d'étendre leur influence. Il faudra compter sur l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Indonésie ou encore Maurice, qui se veut être l'exemple de la politique de développement des petits États insulaires. La sécurité dans cet océan est aussi un enjeu européen. 75% des exportations de l'Union européenne y transitent. Cette place centrale dans le commerce mondial fait du contrôle de l'océan Indien un enjeu de sécurisation des approvisionnements. Le canal du Mozambique est une véritable autoroute des hydrocarbures. 30% de la circulation, de la production mondiale de pétrole l'emprunte chaque année. La présence des éparses
dans la zone implique par conséquent un rôle central pour la France. Par ailleurs, les possessions ouvrent droit, à travers la Convention de Montego Bay, à une vaste zone économique exclusive qui se confond le plus souvent avec le plateau continental, et les deux permettent d'exercer une juridiction exclusive sur les ressources marines jusqu'à 200 nautiques des côtes. Cela est au cœur des litiges territoriaux régionaux, et notamment ceux qui opposent Madagascar à Maurice, à la France, et Maurice à la France, à propos des îles Éparses, dont on parlera dans le dernier chapitre. La Convention de Montego Bay permet une appropriation des espaces maritimes toujours plus poussée par les États côtiers. La conséquence paradoxale de son fonctionnement est un bénéfice au profit des nations les plus riches, alors qu'à l'origine, elle était conçue pour favoriser les États les plus pauvres. L'exploitation des ressources marines, la sécurité maritime, la préservation des écosystèmes marins sont désormais au cœur des enjeux géopolitiques du canal du Mozambique, enjeux qui se déclinent en termes de souveraineté, de frontières maritimes, qui restent à préciser, de gouvernance et de maîtrise de la mer. Je reviens un peu sur le terme frontières maritimes. Je vous le répète, j'ai dû déjà le dire, la Convention de Montego Bay ne définit pas de frontières, elle définit des zones maritimes. Et je vous le répète, c'est bien pour ça qu'en Méditerranée, il y a des problèmes avec les immigrés naufragés. C'est que pour être clandestin ou immigré, il faut franchir une frontière. Or, en mer, il n'y a pas de frontière et on ne sait pas comment prendre le problème. Voilà. Si, il y a un point, c'est que la Convention de Montego Bay a sacralisé le devoir déjà sacré des marins de porter assistance à la vie humaine en péril en mer. Alors ça, c'est un problème de marins, mais c'est visiblement pas un problème de politique. Et bien sûr, ce sont les ressources énergétiques marines qui sont le premier enjeu. Un rapport de l'Institut de surveillance géologique américain en 2010 qualifie d'ailleurs la zone de prochaine mer du Nord en puissance. Il existe en effet d'immenses gisements de gaz identifiés au large des côtes du Mozambique et de la Tanzanie. 4 des 5 découvertes majeures de gaz ont été faites au Mozambique, qui est surnommé par ailleurs le Petit Qatar par les compagnies pétrolières, et qui vient d'avoir un cyclone, je ne sais pas dans quel état sont ces installations. Ces découvertes ont porté le pays au 13e rang mondial des producteurs d'hydrocarbures. Et à terme, il pourrait faire partie des 5 premiers. Une dépêche de l'AFP de juillet 2014 révèle que les réserves de gaz au large du Mozambique sont estimées de 3 à 5 milliards de mètres cubes et les réserves pétrolières seraient quant à elles de 6 à 12 milliards de barils de pétrole. Couvrant avec sa ZEE près d'un tiers de la superficie totale du canal, la France est l'un des principaux bénéficiaires de ces stocks. Mais si certains pays riverains, comme le Mozambique, ont déjà commencé l'exploitation à proximité de leurs côtes, la France n'a pour l'heure accordé, depuis 2008, que 2 licences d'exploration offshore pour le Juan de Nova Est, en haut à droite, et le Juan de Nova Maritime profond, à gauche. Ces explorations ont pour objectif premier de confirmer la présence de gisements entre 1500 et 2000 mètres de fond avant d'accorder d'autres licences dont l'opportunité d'exploitation ne pourra croître que dans une double conjoncture, bien sûr, le cours du pétrole à la hausse et les progrès technologiques dans les techniques d'extraction, car économiquement, les forages par grand fond sont extrêmement coûteux. Mais, à ma connaissance, ces licences qui sont échues le 30 décembre 2018 n'ont pas été renouvelées à la demande de M. Hulot,
conformément à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'empêcher toute exploration d'hydrocarbures en France et dans les Outre-mer. C'est une façon candide de vider le chargeur sur le pied. Il faut aussi mentionner les ressources minérales. Les sondages effectués par le Marion Dufresne en 1979, c'est un navire de recherche, ont révélé une densité de nodules polymétalliques, vous savez, ces petits nodules qu'on trouve sur les fonds marins et qui contiennent des métaux. Bien sûr, les plus recherchés sont ceux qui contiennent du manganèse, parce que le manganèse, dans les alliages d'acier, durcit l'acier, pour les rails, pour les engins agricoles, etc. On dit même qu'il y en a dans les barreaux de prison, peut-être pas à Condé-sur-Sarthe. Et cette densité de nodules polymétalliques dans l'océan Indien, dans cette zone, ce chiffre serait 5 à 10 fois supérieur à celle que l'on trouve, à celle du Pacifique, qui se chiffre déjà en milliards de tonnes. Avec l'épuisement des gisements terrestres, ce potentiel se révèle précieux pour l'avenir et illustre le nouveau champ des ressources potentielles de la mer qui explique les investissements français comme ceux des autres grandes puissances dans le domaine de l'exploration des fonds marins. En France, c'est Ifremer qui a cette charge. Les fonds marins des îles Éparses recèleraient une autre richesse, la présence de terres rares, ces 17 métaux essentiels aux technologies de pointe stratégique. Mais avant d'être une zone potentielle d'exploration et d'exploitation pétrolière, gazière, minérale, la richesse de l'océan Indien est d'abord constituée par son or bleu, les ressources halieutiques. Le développement des pêcheries tonnières est conséquent, dépassant le 1 million de tonnes sur les 4 à 5 millions mondiaux dans le monde, et les intérêts économiques français, notamment réunionnais dans ce secteur, ne sont pas négligeables. On y trouve aussi des Japonais, des Chinois qui viennent pêcher dans le coin, le plus souvent illégalement. Les ZEE accordent des droits, mais aussi des devoirs. Ainsi, en matière de pêche, l'activité croissante depuis les années 1980 met en péril le renouvellement des stocks. La France s'efforce de participer à la limitation du volume des prises dans le canal du Mozambique, surtout en promouvant un modèle de pêche durable et raisonné. Reste que la demande mondiale toujours croissante, couplée au progrès technologique, en France la pêche électrique vient d'être interdite, et la disparition d'espèces dans d'autres zones de pêche laisse imaginer que la pression sur les stocks du canal de Mozambique ne va pas aller en s'amenuisant. Le dernier enjeu pour la France, pour lequel la France est particulièrement vigilante, est celui de la biodiversité marine, tout particulièrement dans le nord du canal du Mozambique. Les études ont confirmé que les îles Éparses abritaient une biodiversité exceptionnelle et un patrimoine naturel unique au monde. La Fondation Veolia relève que les îles Éparses sont l'un des premiers sites de ponte des tortues marines dans le monde. Elles abritent des populations importantes et diversifiées d'oiseaux et sont serties dans des récifs coralliens vierges d'impact anthropique. Et le livre bleu de 2011, que je citais tout à l'heure, les qualifie de sanctuaires océaniques de la nature primitive. D'ailleurs, la France est dotée d'une aire marine protégée de 110 000 km², la plus grande créée à ce jour. Vous savez, ces aires marines protégées, vous en avez une en Iroise devant Brest, sont des aires naturelles dans lesquelles la pêche est interdite, la plongée est interdite, etc., et qui permettent à l'écosystème de reprendre de la vigueur ou de se maintenir. Ces îles sont aussi un laboratoire très utile aux sciences du climat. Le sud-ouest de l'océan Indien est un des lieux de formation des cyclones, et les stations de Météo France constituent des outils précieux pour leur étude et prévention.
qui bénéficie d'ailleurs à l'ensemble des pays riverains. Et d'autre part, la localisation des îles éparses en font un observatoire privilégié des interactions entre océan et climat. Et elles sont d'ailleurs au premier rang des territoires menacés par la montée des eaux. Si les prédictions se confirment, certaines îles éparses et par conséquent leurs ZEE seront englouties comme les revendications qui leur sont attachées. C'est Madame Cécile Pozzo di Borgo. Elle est mieux en civil. Hein. La présence de la France est remise en cause de manière rituelle et épisodique. En vérité, la situation de la France dans l'océan Indien est paradoxale. Certes, elle est présente dans cette région depuis une période multiséculaire, mais d'un autre côté, elle est perçue comme une puissance étrangère. De fait, la souveraineté de la France sur ses résidus d'empire, ces confettis ancrés dans la proche banlieue de Madagascar, à 9000 km de Paris, et cette présence et cette souveraineté est critiquée avec plus ou moins de véhémence et de constance depuis plusieurs décennies. Le gouvernement de l'île Maurice, de son côté, depuis 1976, exige publiquement le retour de Tromelin. Accessoirement, la présence française est aussi contestée chaque année par le gouvernement des Comores qui demande la réintégration pure et simple de l'île de Mayotte dans son giron depuis 1975, depuis que Mayotte a fait sécession. Alors, je laisserai de côté Mayotte, à laquelle je m'intéresserai éventuellement une prochaine fois, et nous ne consacrerons ce dernier chapitre qu'au seul litige franco-malgache à propos des 4 îles éparses du canal du Mozambique et franco-mauricien à propos de Tromelin. En elles-mêmes, les îles éparses ne présentent pas un intérêt majeur. Cependant, ces territoires lilliputiens donnent à la France une partie de sa puissance maritime mondiale. Et la querelle s'inscrit dans un cadre plus global que les stratégistes appellent la guerre des mers. En effet, et je le répète, la Convention de Montego Bay institue le principe juridique de la zone économique exclusive et du plateau continental qui octroie à un État côtier le droit d'étendre son territoire en mer jusqu'à 200 nautiques pour y explorer et exploiter les ressources naturelles maritimes. Alors je précise une chose, la ZEE est une zone sous souveraineté d'un État côtier, mais dans laquelle il ne peut pas empêcher le libre passage ni la recherche scientifique. Par contre, les poissons se trouvent en majorité dans les ZEE. Quand vous êtes au large, quand vous avez à 300-400 nautiques des côtes, il n'y a plus de poissons. Il y a des fois une baleine isolée là, qui trouve plus sa route, mais il n'y a plus de poissons. 99% des ressources halieutiques sont dans les ZEE. Par contre, le plateau continental, lui, est une propriété exclusive de l'État côtier. C'est-à-dire que s'il ne l'exploite pas, personne d'autre ne peut l'exploiter à sa place. On ne peut même pas donner des licences. J'ai été clair là ? Ok. Donc, les îles éparses sont des îles au trésor. Le processus de délimitation des zones économiques exclusives relève du principe déclaratif contradictoire. Chaque pays fixe ses limites en droit interne, sans toutefois excéder les 200 nautiques, et les déclare aux Nations Unies. S'il n'y a pas de contestation, les délimitations sont entérinées. Mais en cas de contestation, c'est le dialogue et la discussion qui sont prônés par le processus onusien. Le recours possible est une médiation, un arbitrage dont les parties acceptent au préalable de suivre les recommandations ou une décision s'il s'agit de la Cour internationale de justice, par exemple, ou du tribunal maritime de Hambourg. La Convention de Montego Bay reste évasive sur la définition du tracé des ZEE. Son article 57 précise qu'elles ne s'étendent pas
au-delà de 200 nautiques des lignes de base, des côtes, sans autre précision concernant des côtes proches de moins de 400 nautiques. Or, en son point le plus étroit, le canal du Mozambique mesure 225 nautiques, 419 km, pour une largeur moyenne de 1000 km, 540 nautiques si vous préférez. L'article 74 relatif à la délimitation de la ZEE entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face entretient un certain flou. Cet article énonce que la délimitation est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable. Toute la question étant de trouver une solution équitable. Le principe d'équidistance, qui est le plus souvent utilisé, appliqué à Juan Nova, par exemple, ferait toutefois basculer la zone d'exploration offshore Juan Nova Est, qu'on a vu tout à l'heure, sous souveraineté malgache. La France fait valoir sa souveraineté originaire sur les îles éparses résultant de la prise de possession. Ces territoires n'ayant pas été auparavant occupés de manière effective et par conséquent administrés étaient déclarés terra nullius. Il s'agit, ce principe découle de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885 qui avait pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. Depuis le mandat présidentiel de François Hollande en 2012, la France justifie sa présence par son souci de préserver, de protéger la planète des effets nocifs des énergies fossiles et préserver les intérêts des futures générations. Alors bon, je pense que c'est un argument fallacieux, mais cet argument semble porter car effectivement, abandonner la présence française dans les éparses risquerait incontestablement de livrer ces territoires aux pilleurs de ressources déjà présents. Alors la souveraineté française sur les îles éparses est contestée par Maurice, en ce qui concerne Tromelin, et par Madagascar, pour le reste. Ces différends non résolus à ce jour sont parfois qualifiés, dans la littérature spécialisée, de litiges d'opérette. Alors examinons d'abord le conflit franco-malgache. Alors est-ce que la position stratégique des 4 îles éparses du canal du Mozambique est suffisante pour expliquer la revendication malgache, ou doit-on prendre en considération les dispositions introduites par la Convention de Montego Bay pour comprendre l'aspect économique de la région, de la question? La réponse est les deux, amiral. La présence française enserre Madagascar dans une sorte d'étau stratégique avec Mayotte, les îles éparses et la Réunion. On pourrait rire d'un tel litige si le droit de la mer n'offrait pas la possibilité pour les États de créer cette fameuse zone économique exclusive, car par ce biais, Madagascar se trouve littéralement encerclé par les zones réglementées par la France. Or, tout cela peut avoir de prime abord un relent de colonialisme, mais nous avons vu que les enjeux étaient tout autres. Le 24 octobre 1958, Madagascar devient la République autonome malgache, État membre de la communauté française. Europa, les Glorieuses, Juan Nova et Bassas d'India demeurent placées sous autorité française, mais elles sont rattachées à l'administration coloniale. En 1960, lors des négociations qui précèdent l'indépendance, Madagascar remet en cause la souveraineté française sur ces îles. La France prend alors la décision de les rattacher à la métropole le 2 avril 1960, c'était De Gaulle bien sûr, 3 mois avant l'indépendance malgache du 26 juin. À ce stade, la France ne faisait que récupérer des îles qu'elle administrait depuis longtemps et sur lesquelles aucune présence malgache n'était attestée. La controverse s'éteint jusqu'en 1972 à la chute du premier président Tsirana, père de l'indépendance, qui était jugé favorable aux intérêts français.
Le nouveau gouvernement évoque à nouveau la question des îles Éparses dès janvier 1973, mais Madagascar connaît alors une période de grande instabilité politique et l'éventualité d'une offensive malgache sur les îles Éparses provoqua une crise politique régionale qui déclencha la riposte du gouvernement français en dépêchant les fameux petits détachements militaires. Bon, c'est des détachements de la Légion. Ils sont armés et à 14, la Légion, des fois, fait le ménage. En 1975, Didier Ratsirac, officier de marine formé à l'école navale en France, et surnommé l'amiral rouge, pas le seul, est élu à la tête de son pays. Dès son arrivée au pouvoir, alors on est en 1975, la Convention de Montego Bay n'est pas signée. Mais dans les années 60, il y avait une convention à Genève, il y avait une réunion à Genève qui avait déjà mis au point un certain nombre de dispositions qui ont été reprises par Montego Bay, notamment celle des eaux territoriales portées à 12 nautiques maximum, que l'Angleterre ne reconnaissait, que le Royaume-Uni ne reconnaissait pas. Le Royaume-Uni a toujours considéré, jusqu'à il y a peu, que les eaux territoriales étaient de 3 nautiques, c'est-à-dire à portée de l'artillerie. Elle l'a reconnu vers 1989. Elle a signé la Convention de Montego Bay qu'en 1989. Donc, Ratsirac porte ses eaux territoriales à 50 nautiques et il étend son plateau continental afin d'englober une partie des îles Éparses. Ce plateau continental est ce qui deviendra la zone économique exclusive. En février 1976, il saisit le secrétaire général de l'ONU en ces termes: « Nous avons un certain nombre d'îles qui font, à nos yeux, partie intégrante de la République démocratique malgache, tant pour des raisons historiques que géographiques ou juridiques. » Et simultanément, il porte le litige devant l'Organisation de l'Unité africaine qui invite la France à rétrocéder les îles Éparses du canal du Mozambique à Madagascar, et ça c'était en 1978. Il revendiquait également Tromelin, Ratsirac, en s'appuyant sur la présence des anciennes sépultures malgaches des esclaves oubliés et en parlant d'ADN géographique. Alors dans la culture malgache, le tombeau est la preuve socio-identitaire et la fondation matérielle de la patrie, de la terre ancestrale. Ratsirac renoncera à cette revendication sur Tromelin en 1979 en laissant, je cite, « le soin au gouvernement mauricien de récupérer cette île ». L'Assemblée générale de l'ONU va adopter 2 résolutions, plutôt des recommandations. La résolution 3491 du 12 décembre 1979 invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Et la deuxième résolution, la 3523 du 11 décembre 1980, demande à la France de restituer les îles Éparses à Madagascar ou, à minima, d'entamer des négociations. La conférence des partis et organisations progressistes ou encore la conférence des chefs d'État et de gouvernement non alignés se prononcent dans le même sens avant que le sujet s'ensommeille, bien que chaque année, encore aujourd'hui, le cas des îles Éparses soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies et chaque année ajourné. À ce moment-là, à cette époque-là, c'est bien évidemment dans une politique nationaliste et anticolonialiste qu'il faut comprendre l'origine du différend. En 1978, la France décrète une zone économique de 200 nautiques autour de Juan Nova. Madagascar fait de même en 1985, ils auront attendu que la convention de Montego Bay soit signée, devant sa côte ouest. Or, Juan Nova est à seulement 80 nautiques des côtes malgaches, ce qui veut dire que les 2 zones se superposent. Il y a là un conflit de souveraineté majeur et aucun accord de délimitation entre les 2 pays n'a encore été trouvé. La question va ressurgir dans un cadre régional et sous un angle inédit
lors du deuxième sommet des chefs d'État ou de gouvernement des pays membres de la Commission de l'océan Indien, la COI, à laquelle la France appartient, réunie à Saint-Denis de la Réunion le 3 décembre 1999, ce sommet envisage la cogestion des 5 îlots par la France en tant qu'État occupant et par les 2 pays officiellement revendicateurs, Madagascar et Maurice. Les îles Éparses reviennent au premier plan du débat politique malgache quand, le 23 octobre 2013, Eri Rajao et tout ce qui suit, alors candidat à l'élection présidentielle, fait lors de son dernier meeting électoral de campagne la promesse, s'il était élu, de se battre pour la restitution des îles. Il est élu en janvier 2014, il évoque la question avec François Hollande, mais plus rien ne se passe jusqu'en novembre 2015, date à laquelle l'ambassadrice de France à Madagascar déclare « Les îles Éparses appartiennent à la France ». Alors cette annonce maladroite, voulue ou non voulue, met le feu aux poudres et oblige le président malgache à sortir de son silence. Il assure à ses concitoyens que le dossier n'est pas enterré, sans toutefois parler de revendication, mais de négociation, avec l'idée sans doute d'obtenir au moins un accord de cogestion des ressources halieutiques. Une difficulté intervient ici, c'est que le principe de la cogestion n'existe pas en matière de droit international. En 2016, l'association apolitique Nosy Malagasy relance l'affaire en renouvelant la demande de restitution des îles malgaches à Madagascar, propriétaire légal et légitime. Alors là, il faut plus leurrer sur l'objet véritable du litige, qui est bien l'appropriation par un État pauvre des précieuses ressources vivantes et des richesses réelles ou potentielles, gazières, minières, pétrolières, d'une vaste zone maritime. Sous cet angle, les îles Éparses du canal du Mozambique constituent un indiscutable enjeu économique pour Madagascar. Mais Madagascar, 5e île du monde par sa taille, est un État du quart-monde, classé dans les premiers rangs des pays les plus déshérités de la planète, peuplé par plus de 25 millions d'habitants, je crois que c'est 21, et où l'espérance de vie moyenne ne dépasse pas 56 ans. La grande île, comme on la surnomme quelquefois, ne possède pas suffisamment de moyens humains et matériels, bien sûr, pour exploiter tout cela, sans que cela, justement, ne constitue éventuellement une raison valable pour les dépouiller de ses droits, La restitution des îles est vitale pour Madagascar et pourrait résoudre plusieurs problèmes résultant de la pauvreté. Mais d'un autre côté, il est peut-être vrai que si l'avenir de ces îles est laissé entre les seules mains de Madagascar, il se peut que la gouvernance de ces territoires pose problème. Protection de cette immense zone contre les pêcheurs illégaux et autres pilleurs, lutte contre la piraterie qui pullule dans la zone et conservation de la faune et de la flore. D'autre part, il n'est pas exclu que les dirigeants qui se sont succédés après les années anticoloniales ne souhaitent pas remettre le dossier sur le tapis en échange du soutien de la France. Effectivement, les politiques malgaches semblent ne pas vouloir s'aventurer à trop irriter l'ancienne Rémy Malala, la mère patrie, comme il l'appelait. Madagascar, vous le savez, a fait partie de l'empire colonial français. Avec le malgache, le français est la seule langue officielle reconnue par la Constitution de novembre 2010, même si l'anglais l'a également été pendant un bref intermède. Madagascar appartient à l'Organisation internationale de la francophonie, participation suspendue depuis les années 2010, et je n'ai pas réussi à savoir si elle avait été reprise. La France accueille en métropole et à La Réunion la première diaspora malgache, et dans ces conditions, quel sera l'homme politique malgache qui voudra défier la France, le gendarme de l'Afrique, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? La seule institution à même de trancher le conflit sur le fond serait la Cour internationale de justice.
à condition que les deux pays se mettent d'accord pour la saisir. Alors, c'est en 1973 qu'une première fois l'idée de porter le dossier devant cette juridiction a germé. Mais entre-temps, la plainte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, contre la France, et cette plainte était relative aux essais nucléaires dans le Pacifique, où la responsabilité de la France a été reconnue par la Cour internationale, a conduit l'Hexagone à douter un moment, et même à retirer les dossiers, de la compétence de la Cour sur les dossiers maritimes impliquant la France, dont les îles Éparses. Ça s'est calmé, mais toutefois aujourd'hui le risque serait grand pour Madagascar que la Cour internationale de justice ne reconnaisse définitivement la souveraineté française sur ces îles si l'on considère un certain nombre de principes que la Cour applique traditionnellement en la matière. Tromelin est un autre cas. L'île est un peu plus connue depuis 2009, à l'apparition du livre d'Irène Frein, Les naufragés de l'île Tromelin, et la controverse avec l'île Maurice repose sur la traduction du traité de Paris de 1814, du 30 mai 1814, qui clôt le cycle des guerres napoléoniennes, en restituant un certain nombre de territoires à la France. À cette époque bénie, seule la version française des traités faisait foi. Et le texte en français énonce que cette restitution exclut l'Île-de-France, Maurice aujourd'hui, et ses dépendances. Le texte dit que Maurice et ses dépendances est exclu des terres restituées à la France, nommément Rodrigue et les Seychelles, les dépendances. Rodrigue et les Seychelles. Tromelin n'est pas cité. Paris avance qu'elle est donc un territoire sans maître, avec occupation effective par la France depuis longtemps. La version anglaise emploie, à l'inverse, le terme spécialement, especially, moins limitatif que le français nommément. Et c'est sur cette version que s'appuie Maurice. Pendant la colonisation anglaise de l'île Maurice, non. Bon, attendez, il me semble qu'il me manque un... Non, bon, c'est pas grave. Pendant la colonisation anglaise de l'île Maurice, entre 1810 et 1968, Tromelin a donné lieu à des litiges entre la France et le Royaume-Uni. Après son indépendance, l'île Maurice réclame, depuis 1976, la restitution de cette île qui est inscrite dans sa constitution comme territoire constitutif au titre de la succession de l'État britannique. En 1978, Maurice avait obtenu de Madagascar, on l'a dit, l'abandon de ses prétentions sur Tromelin, et le ministre des Affaires étrangères mauricien, en réponse à la création de la France d'une ZEE autour des îles Éparses, avait déclaré en mars de la même année, 1978, que les Français ont été tolérés à Tromelin, mais cela ne leur donne aucun droit sur l'île. Alors ce n'est pas tant l'île qui intéresse les Mauriciens que les fonds marins très poissonneux, où l'on soupçonne aussi la présence de gaz, de pétrole et de nodules polymétalliques en grande quantité. Mais là, les fonds sont très profonds et il faut y aller. Maurice accorde déjà des permis de pêche dans les eaux de Tromelin à des bâtiments asiatiques. C'est Maurice qui les accorde dans les eaux de Tromelin aux bâtiments asiatiques. Mais depuis 2004, il aurait fortement déconseillé d'y aller parce qu'en 2004, un navire japonais a été, virilement arraisonné par la marine française et l'incident avait provoqué de vives tensions entre le Japon et la France. C'est peut-être pour ça qu'on n'a plus de directeur de Renault, enfin, l'ancien directeur, peut-être une vengeance, qui sait. Alors, bien que mise sous le boisseau par les Nations Unies, la question des îles Éparses et l'avenir de Tromelin est relancée à partir de 1982 et chaque année, dans le cadre des relations bilatérales. Elle est relancée à l'Assemblée générale et elle a été relancée en 1982 dans le cadre des relations bilatérales franco-mauriciennes après l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand
qui aimait aller passer des vacances à Port-Louis sur l'île Maurice. Elle ressurgit, comme on l'a dit il y a un instant, sous l'angle inédit de la cogestion lors du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission de l'océan Indien, le 3 décembre 1999. Mais ce concept de cogestion ne sera pas repris lors du troisième sommet de la COI, la Commission de l'océan Indien, à Antananarive, le 22 juillet 2005. Mettant de côté le conflit de souveraineté, la cogestion est à nouveau évoquée, essentiellement à propos des ressources halieutiques et de la pêche. Et c'est ainsi qu'en 2010, un projet de loi relatif à un accord franco-mauricien dit de cogestion économique, scientifique et environnementale relatif à l'île de Tromelin est mis en débat devant la représentation française. Je crois qu'il avait été signé et il fallait ensuite le ratifier. Cet accord n'a que le caractère d'un accord, d'un traité-contrat qui ne génère que des droits subjectifs et en aucun cas d'un traité-loi qui lui pose une règle de droit opposable à la société internationale. Alors le projet de loi avait échappé à la vigilance du Sénat, ça devait être un après-midi après déjeuner, qui l'avait ratifié sans débat en 2012. Mais il n'échappera pas à l'Assemblée nationale qui, elle, va s'indigner de ce qu'elle considère comme un bradage du territoire national. Le texte à l'ordre du jour en 2013 à l'Assemblée nationale est retiré et le ministre français des Outre-mer, pour bien marquer le coup, se rend à Tromelin le 17 avril de la même année pour y réaffirmer la souveraineté française sur l'île. Alors que le texte devait être de nouveau présenté aux députés le 18 janvier 2017, à la veille des élections présidentielles, dans une tribune publiée par Le Figaro Vox, le 9 janvier, le député du Tarn, Philippe Folliot, associé à l'écrivain Irène Frein, rappelle que l'île de Tromelin génère un potentiel économique exceptionnel et déplore, je cite, « l'aveuglement de nos diplomates et la lâcheté de certains politiques ». Parallèlement, à ce moment-là, d'autres voix s'élèvent pour défendre l'idée que si Tromelin devait être restituée, elle devrait l'être aux Malgaches, premiers occupants. Du coup, le gouvernement français retire le projet de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et depuis cet échec, Tromelin reste française, elle est toujours française. Alors céder Tromelin à l'île Maurice relancera inévitablement les revendications de Madagascar sur les autres îles éparses et ne sera pas sans conséquence sur Clipperton, dans le Pacifique. Vous savez, c'est Clipperton à l'ouest du Mexique, je crois que c'est 3000 km, à l'ouest, un peu moins, à l'ouest du Mexique, et que le Mexique revendique. Clipperton est inhabité, la Jeanne d'Arc y passait régulièrement, on changeait de pavillon pour mettre un pavillon propre, nettoyer un peu le guano, et puis on repartait. Et du coup, on disait, attends, on était chez nous, là. Bon. Mais actuellement, le Mexique est un peu plus virulent, même s'il y a eu quelques accords dans le cadre scientifique, dans le cadre de la pêche, mais le Mexique est un peu plus virulent à propos de Clipperton. Mais ce n'était pas le sujet. Ça sera peut-être une prochaine conférence. Au ministère des Affaires étrangères, on fait valoir que la question de la souveraineté française sur les îles éparses est réglée. Non, oui, elle est réglée, et que les différends sont gelés. Mais en même temps, dans cette communication, on se dit être toujours prêt à discuter de cogestion. Alors, toujours est-il qu'aucun accord de délimitation maritime n'a été signé avec Madagascar ou Maurice. La situation reste donc floue. Et seule une reconnaissance préalable par Madagascar et Maurice de la souveraineté française sur ces îles ouvrirait par ailleurs l'accès à la procédure de conciliation obligatoire prévue par la Convention de Montego Bay en ce qui concerne la délimitation des ZEE. Oui, parce que bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais la ZEE de Maurice va
empiéter sur la ZE française de Tromelin. Néanmoins, je pense que Madagascar et Maurice ne renonceront pas à leurs revendications territoriales traditionnelles. Ces deux pays africains en voie de développement ne se contenteront jamais d'une cogestion. Ce qu'ils souhaitent à plus ou moins long terme, c'est un transfert pur et simple de souveraineté à leur profit. Résolument engagé sur la voie du progrès depuis plus de 3 décennies, Maurice, qu'on surnomme le petit dragon de l'océan Indien, peut se permettre d'adopter une stratégie de plus en plus offensive à l'égard de la France. C'est dans ce cadre qu'elle accorde ses licences de pêche. En revanche, Madagascar semble avoir quelque peu mis en sourdine, essentiellement pour des raisons d'opportunité politique intérieure, ses revendications. En coulisses, et je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je n'ai pas beaucoup d'infos, la lutte d'influence est sévère avec les États-Unis et surtout les pays d'Afrique australe, notamment l'ambitieuse Afrique du Sud, qui sont peu disposés à laisser la France jouer sa partition habituelle en Afrique. Et à mon humble avis, mais je ne suis pas juriste, un autre fondement juridique empêche la cession des îles éparses, car en vertu de l'article 5 de la Constitution française du 4 octobre 1958, le chef de l'État est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Voilà, je conclus. Là, je suis dans les temps. L'exemple des îles éparses que j'ai développé aujourd'hui illustre une nouvelle fois l'importance que doivent accorder les États à leur souveraineté en mer, aux moyens qu'ils y consacrent, sans négliger le risque de conflits de tous ordres que ces oppositions de volonté peuvent entraîner. La mondialisation accompagnée de la maritimisation du monde, je vous en ai déjà parlé de la maritimisation, mais je fais un rappel, c'est un terme qui est apparu dans les années 80 chez les économistes et qui met en valeur le développement du trafic commercial maritime. 90% du trafic mondial se fait sur 90 000 navires qui se partagent 10 milliards de tonnes de fret. L'ouverture donc cette mondialisation a accru bien sûr l'importance stratégique des enjeux maritimes. L'ouverture des économies modernes rend aujourd'hui ces dernières, les économies particulièrement dépendantes de la fluidité des approvisionnements maritimes. L'épuisement des ressources naturelles terrestres et les progrès technologiques renforcent l'intérêt stratégique des ressources marines de plus en plus convoitées. Et cette nouvelle donne modifie bien sûr l'équilibre géopolitique des espaces vides que sont les océans. La surface, que sont les océans, à la surface bien sûr, mais également dans les fonds. Cela implique une concurrence accrue des États en mer pour l'exploitation corollaire des ressources associées, notamment en hydrocarbures ou en minerais. Les tensions sur les ressources, tout au moins, se sont déplacées de la terre vers la mer. Et dans ce contexte, bien sûr, et je conclus sur cette phrase, la guerre des mers est devenue une donnée géostratégique essentielle en ce début du XXIe siècle. Mais enfin, on n'est plus tout à fait au début, on en a parcouru 20% quand même. Et on est toujours là. Voilà, je vous remercie. Je suis à disposition pour les questions. Avez-vous des questions? Qui connaissait les îles éparses? Denis, oui, ça va, tais-toi, Denis. Madame Péchevic aussi? Non? Ah, non. Ah oui, je vous avoue franchement que
quand je suis sorti de l'école navale, je ne connaissais pas les îles Éparses et je les ai connues pour cette première affectation parce que on y allait, hein. Surtout dans les Glorieuses. Le bateau était basé à La Réunion et on revenait à La Réunion pour l'entretien du bateau et on repartait à Mayotte puisque c'était la période où il y avait quelques tensions. On repartait à Mayotte et on s'arrêtait aux Glorieuses, alors soit à l'aller, soit au retour, suivant la fatigue de l'équipage, comme je vous l'ai dit, pour pêcher du mérou. C'était en 1976 et c'était devenu réserve naturelle en 1975. Donc on n'était pas tout à fait dans la loi. Mais enfin, qui venait contrôler, hein? C'était nous. Donc, voilà. Et les gendarmes qui sont là-dessus, ils doivent être heureux quand même, hein. Pas de gilets jaunes, même pas de pingouins. Donc, ils doivent être heureux. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée.